Merci beaucoup pour ces aimables paroles d'introduction. La question à laquelle je vais tenter de répondre sera celle de savoir quelles ont été les conditions de représentation de El Caballero de Olmedo dans un corral de comedias. Je vais donc tâcher d'évoquer l'espace dans le Chevalier d'Olmedo, son organisation et surtout ce que l'on pouvait en attendre du point de vue de la réalisation scénographique lorsque la pièce a été montée au XVIIe siècle en Espagne. L'ambition donc de mon exposé est très limitée à une approche descriptive à laquelle j'essaierai d'ajouter quelques commentaires issus de la réflexion que j'ai menée pour ce faire. Et je remercie Vincenzo Mazza, l'organisateur de ce colloque, d'abord de m'avoir invité, de m'avoir sollicité, de m'avoir fait me pencher sur ce texte très célèbre, très étudié dans le corpus espagnol, en privilégiant la perspective de l'espace, perspective à mon avis effectivement très, très riche comme nous allons le voir. Et j'ajoute que je ne vais absolument pas entrer dans le texte de Camus, qui sort très largement de mon champ limité de compétences, mais si je comprends bien aussi l'architecture de la journée, extrêmement bien pensée par l'organisateur, je crois que tout ça fait sens et qu'il y a une progression, donc s'il vous plaît, soyez attentifs. Le lieu où d'ordinaire étaient jouées les pièces écrites par Lope de Vega, ses épigones et ses concurrents, était le Corral de Comedias, qu'on peut traduire en français par « cours aux comédies ». On peut avancer l'hypothèse générale, du point de vue méthodologique, que les conditions matérielles de la représentation n'avaient pas seulement une incidence sur la mise en scène, cette formule sera utilisée avec beaucoup de prudence par ailleurs concernant le théâtre de l'âge classique, mais aussi sur la poétique de l'espace dans une comédia donnée. De là l'importance qu'il y a à considérer pour ce théâtre à la fois l'espace dramatique et l'espace scénique, celui-ci étant l'espace construit sur la scène au moment de la représentation, et c'est donc par là que je vais commencer, et principalement à cela que je vais me limiter. Dans le Corral de Comedias, les possibilités scénographiques étaient assez limitées, ce qui fait du théâtre du siècle d'or avant tout un théâtre de la parole, que l'on qualifie également parfois de théâtre pauvre, pour lequel il est demandé à l'imagination du spectateur de recréer les réalités évoquées par les répliques des personnages sur la scène. La référence à l'espace, sa figuration, sa matérialisation fonctionnaient la plupart du temps, si l'on suit sur ce point, par exemple, José María Ruano de Laza, de façon synecdoquique ou métonymique. De ce fait même, tout ou presque tout pouvait être représenté verbalement, si ce n'est physiquement. Le Corral d'Almagro dans la Manche, construit en 1624, donc relativement tardivement, est le plus connu et le mieux conservé des théâtres commerciaux qui se sont ouverts dans toutes les villes grandes et moyennes de la péninsule dans les dernières décennies du XVIe siècle. Il s'agit d'une cour, donc, comme son nom l'indique, au milieu d'un pâté de maisons, cour aménagée pour accueillir des représentations, ainsi que l'indique la formule d'où vient initialement la désignation générique de ce lieu, cour aménagé pour la représentation, qui serait l'équivalent de corrales acomodados para la representación, abrégé ensuite en corrales de comedias, avec un génitif. La première utilisation de ladite cour peut avoir donné son nom au théâtre. On a le Corral du Charbon à Grenade, le Mesón de la Fruta à Tolède et d'autres exemples. Les conditions rudimentaires du début pouvaient donner lieu à quelques aménagements. Ainsi, pour atténuer la lumière du jour, on tendait une toile au-dessus de la cour, ce que l'on aperçoit dans cette image, me semble-t-il, quoique, non, en fait, il y a un problème de mise au point. Là, il manque juste le... Voilà, là on voit mieux le haut de l'image. Sur le théâtre espagnol du siècle d'or, on a une iconographie curieusement assez peu abondante, mais on a aussi quelques travaux qui ont proposé une reconstruction virtuelle d'un certain nombre de ces théâtres. Je vais vous en montrer quelques exemplaires. On a aussi une autre reconstruction qui serait, donc là on voit à nouveau ce qu'on appelle le toldo, donc au-dessus de la cour, une reconstruction, cette fois artificielle, d'un de ces théâtres, sans doute assez proche de la réalité. Donc ce type de théâtre, donc la scène, appelée aussi le tablado, les planches, n'est pas fermé par un rideau qui apparaîtra plus tard dans le théâtre à l'italienne, importé aussi en Espagne, mais je ne vais pas du tout entrer dans cette question. Cette scène donc n'est jamais très large.
Elle est encore moins profonde, ça a été évoqué aussi hier, je crois, dans la conférence d'Yves Germain. Si on prend l'exemple du Corral del Príncipe, qui est l'un des deux principaux théâtres du Madrid du début du XVIIe siècle, on en a ici une reconstruction là aussi virtuelle, on voit, me semble-t-il, sur cette diapositive ou une autre, que la scène mesure environ 8 mètres sur 4 mètres 50. La circulation des acteurs peut se faire latéralement sur la scène, mais ils peuvent aussi utiliser les deux galeries ou balcons qui surplombaient la scène. On en voit ici une première figuration, je vais en fournir d'autres. Ce qui explique peut-être les très nombreuses scènes de dialogue où cette différence de niveau est exploitée. Il y a beaucoup à dire sur ces scènes de balcon dans le théâtre espagnol qui font l'objet du reste d'un prochain colloque organisé à Montpellier, pas limité, loin de là, au théâtre espagnol. Ce mur du fond qui termine la scène cache donc un élément de décor qu'on désigne par le mot vestuario, c'est-à-dire le mur séparant la scène des coulisses. Et on peut aussi supposer, enfin, reconstruire mentalement, on le voit aussi sur cette autre reconstruction, qu'il existait une trappe sur ce tablado, sur ce plancher, permettant aussi donc d'agrandir encore cette dimension verticale de l'espace qui pouvait être utilisée ou pas par le poète, par le dramaturge. Le fond de la scène, donc ce vestuario, comporte sous le premier niveau de balcon des compartiments que l'on masque ou non aux yeux du public à l'aide d'un rideau ou d'autres panneaux mobiles. Ce mur du fond a été comparé par Lope de Vega lui-même à un échiquier ou un secrétaire, ou encore par l'éminent critique Francisco Rico à un retable comptant 9 compartiments, ce qui est une analogie ou une comparaison sans doute très pertinente. On voit que, par exemple, sur ces images que j'ai mises à la suite, on voit numéroter ces compartiments qui permettent de rendre compte de ces analogies. Dans la pièce de Lope, Lo fingido verdadero, je passe rapidement sur d'autres images, Lope de Vega fait dire à l'acteur en chef de troupe Rines Saint-Genest, dont la pièce raconte l'accès à la sainteté. J'ai là une pièce, il me semblait que j'avais mis le... Excusez-moi, voilà. J'ai là une pièce d'un poète grec dans laquelle, comme dans toutes celles qu'il écrit, des monstres passent leur temps à monter au ciel et en descendre. Le théâtre ressemble à un secrétaire, autre comparaison, donc, avec ses tiroirs et ses rideaux, et le fond de la scène est comme un échiquier. C'est donc sur cette scène limitée dans son dispositif technique que se jouait l'action d'une comédia typique du genre de la comédia en général, comme est le Chevalier d'Olmedo, le Caballero de Olmedo. Les espaces représentés dans la pièce de Lope sont multiples. Sans entrer dans la question très épineuse du découpage interne auquel les spécialistes soumettent chacun des 3 actes qui composent une comédia, on peut relever concernant la pièce de Lope de Vega que celle-ci est structurée par une succession de changements de lieu. Les séquences ou tableaux ainsi déterminés sont associés à différents espaces qui se succèdent, qui alternent suivant un rythme lui-même irrégulier. Le principe de cette alternance, de cette succession de lieux, semble être celui de la variété, comme si ce que le poète recherchait était d'utiliser la pluralité spatiale propre à la poétique non régulière du théâtre espagnol du siècle d'or pour intéresser, pour surprendre le spectateur. Si l'on procède à l'établissement d'une rapide liste des lieux représentés, on obtient donc ceci. Tout d'abord, plusieurs lieux intérieurs domestiques. La maison familiale de Doña Inés, de son père, de Don Pedro, de sa sœur. Ensuite, le logis, lieu peu déterminé, auberge, dit Camus dans la traduction, hôtellerie, de Don Alonso à Medina. Également un lieu peut-être intérieur, lui aussi très peu déterminé, situé en tout cas à Olmedo, pour le dialogue de la fin de l'acte 2 avec le valet Tello. Ensuite, nous pouvons identifier 2 lieux intérieurs que j'ai envie de dire moins privés, plus politiques. Je veux parler du lieu de l'exercice du pouvoir. D'abord une salle à Valladolid où se trouve le roi, dans une courte scène au milieu de l'acte 2. Puis, pour terminer la représentation, une salle du Palais Royal à Médina où est mise en scène une audience, puis une comparution judiciaire. C'est la conclusion de la pièce, son épilogue, pourrait-on dire, et la fin de la représentation avec une condamnation à mort, ouvrant quelque peu la fin de l'action sur un lendemain qui est cité explicitement dans le texte. On peut ensuite identifier des lieux extérieurs, plus ou moins précisément situés.
une rue à Médina pour la scène d'ouverture, qui est peut-être une sorte de place, un lieu de sociabilité, a-t-on envie de dire. La rue ensuite devant le logis de Doña Inés, avec peut-être une variété dans le texte, une variante, pardon, entre espace de rue et espace de jardin, puisque le jardin a son importance aussi. Tout ça aussi est repris tel quel par Camus. Et puis on a aussi un autre espace urbain, qui en principe n'est pas le même, qui est là aussi un espace extérieur, à proximité immédiate de la place de Taureau, des arènes. Et enfin, dernier lieu qu'il faut signaler pour la représentation, pour sa concrétisation sur scène, le chemin de Medina Olmedo, le décor naturel, angoissant aussi, de la catastrophe, la mort du héros aux mains de son rival. Les espaces où se déroule l'action sont au nombre total de 10, y compris l'espace de la ville d'Olmedo associé à l'identité du héros, qui est un lieu à peine caractérisé, je l'ai dit rapidement, qui vaut surtout par contraste avec l'autre pôle qui organise l'espace dramatique dans son ensemble, Medina Olmedo. Aux espaces représentés sur la scène s'ajoute également une série d'autres lieux seulement évoqués par le verbe des personnages, c'est à proprement parler ce qu'on peut appeler donc des espaces dramatiques, mais non de moindre importance pour autant. C'est le cas pour l'espace de la rue où se tient la foire de la ville, la feria, à laquelle il est fait allusion dès le début, dès la première scène, et dans le long roman, c'est dans le long récit de Don Alonso, avec, dans ce début de la pièce, un écho assez frappant, me semble-t-il, de l'une des plus anciennes comédias conservées de Lope, Las Ferias de Madrid, qui est dans un registre complètement différent. De même nature textuelle, pourrait-on dire, est le cimetière où le valet Teio doit accompagner la vieille Fabia pour chercher la dent d'un pendu, ce qui est un écho évident de la Célestine de Fernando de Rojas, ou encore l'espace du jardin, dans la scène où Don Alonso rapporte à son serviteur l'espèce de rêve prophétique du chardonneret, dévoré par l'autour. Est-ce vraiment un rêve? D'ailleurs, il y a une certaine ambiguïté sur la réalité de la scène. En tout cas, elle est contemplée dans le récit qu'en fait Don Alonso depuis la fenêtre donnant sur Nuestro Jardín, notre jardin, dit Alonso. Il est en train de dialoguer avec son valet. Il y aurait aussi donc l'arène où se déroule la corrida et aussi, qui aurait pu être de l'intérêt de Christian Biek, qui malheureusement je crois n'est pas là, l'espace de la mise à mort des coupables, renvoyé au lendemain, comme je le disais, par le roi, et ce sont les derniers mots de la pièce. Je crois que j'ai mis une diapositive. Voilà. Prendedlo, arrêtez-les, dit le roi, y en un teatro, mañana, cortad sus infames cuellos, fin de la trágica historia del caballero de Olmedo. Donc avant les deux vers conclusifs tout à fait conventionnels, on a un emploi du mot teatro tout à fait significatif. Je faisais allusion à Christian Biek qui a développé cette idée du théâtre de l'échafaud, l'échafaud étant le lieu où on met à mort les condamnés et aussi où on fait du théâtre. Donc on parle de cadalso en espagnol dans ce sens, mais on parle aussi de teatro, la preuve, enfin on en a ici une occurrence très intéressante. Pour nous en tenir à l'espace scénique, j'ajoute que des blancs scéniques, ce qu'on appelle aussi des césures de vide, on parle plutôt de tablado vacío en espagnol, permettent d'identifier 5 grands blocs d'action au sein du premier acte. Le second en a 5 également, et il y en a 4 pour le troisième acte. Il s'agit là d'une quantité relativement élevée pour une comédia. Ces lieux variés peuvent intéresser une scénographie contemporaine, car ils peuvent donner lieu à l'exercice de la créativité d'un décorateur et d'un scénographe. Camus lui-même différencie clairement des tableaux, du reste, dans la transposition, traduction, mais je ne vais pas entrer sur ce terrain. Globalement, on peut considérer, donc je disais, que le nombre de lieux représentés est assez élevé, plus que dans la comédie d'intrigue qu'on dit urbaine ou domestique, à laquelle, cependant, l'action du chevalier d'Olmedo est apparentée. Ce qui différencie cette pièce d'une comédia urbaine ordinaire est peut-être précisément cette pluralité spatiale, à son tour liée à la multiplicité des acteurs du drame et à leur hétérogénéité en tant qu'actants. La présence du roi, par exemple, induit son association à un espace du pouvoir, avec toutes les implications que cela a sur le contenu de la pièce, sur sa signification, sa tonalité, etc. La succession des lieux est régie par différents principes et entraîne des effets variables. Des effets de contraste, par exemple, comme le passage de l'extérieur à l'intérieur. Un effet qui se répète pour la fin de l'acte 1, avec une opposition encore plus marquée, puisque l'avant-dernier tableau a lieu dans la rue sous les fenêtres d'Inès et le dernier à l'intérieur du logis de celle-ci. La variété des lieux peut aussi générer des effets de répétition ou encore de symétrie. Répétition quand, par exemple,
les mêmes personnages sont présents selon la même constellation, comme disait Souriau dans une vieille étude. Je veux dire par là, l'ouverture de l'acte 1 et l'acte 2 suppose à chaque fois la présence en scène des mêmes personnages, le héros et son valet et confident Teio. La poétique de l'espace mise en œuvre peut susciter bien des commentaires, donc pour le Caballero de Olmedo. Je me contenterai, pour terminer mon intervention, d'un nombre limité de remarques. 3. Tout d'abord, on peut observer la prédominance de l'espace domestique associé à l'héroïne Inès. Dans la série de lieux dont je faisais une rapide énumération, le logis de la dame est le lieu le plus souvent mis en scène, pour un total de 1159 vers, soit pour une longueur totale de 2732 vers. La pièce de Lope est plutôt courte, hein, on tient d'ordinaire que chacun des 3 actes fait 1000 vers, donc 3000 vers, là on est nettement en dessous. Donc par rapport à la quantité que je viens de dire, largement plus du tiers de l'action de la pièce est située dans le domicile de Doña Inés. Soit 2 scènes au premier acte, 2 au second. Au troisième, une seule scène y a lieu, celle des adieux, avec le célèbre passage poétique où Don Alonso, le personnage principal, glose « con el pie en el estribo ». En réalité, pour cette dernière entrevue, le chevalier, Don Alonso, reste dehors, à l'extérieur du logis, devant la grille, tandis qu'Inès est à l'intérieur, ce qui est donc une scène pour laquelle on pourrait trouver une illustration. Je ne sais plus. Voilà, là on trouve des reconstructions donc de cette utilisation de l'espace scénique avec une grille haute, ce qui n'est pas le cas dans Olmedo. Et, excusez-moi, je me suis un peu emmêlé les pinceaux. J'avais une copie de... Ça, c'est la scène d'intérieur, donc je vais y revenir. Voilà la scène de la reja, hein, la grille, par exemple, reconstruction hypothétique d'un type de décor pour ce type de scène. Donc, Inès à l'intérieur du logis, d'un côté de la grille, le héros devant, sur la scène. Et donc, dans cette scène en particulier, on pourrait peut-être interpréter l'usage du lieu associé au personnage de la dame comme significatif de l'échec de la conquête amoureuse. Jusqu'à un certain point, en effet, le Caballero de Olmedo est une comédie d'intrigue, une comédie d'amour, une comédia de mariage. Les étiquettes varient pour désigner les sous-genres au sein du macro-genre que serait la comédia. En tout cas, une histoire de conquête amoureuse, de la conquête de la main d'une jeune fille de bonne famille par un gentilhomme tout aussi noble qu'elle. La présence du lieu où la jeune femme est plus ou moins recluse, suivant les conventions propres à l'univers socio-dramatique où se déroule l'action, est dans ce sens normal. En revanche, l'effacement progressif de ce lieu, sa quasi-disparition au troisième acte, avec, dans la scène des adieux en question, une insistance mise même dans le texte sur la grille qui sépare les amants, pourrait être lu comme l'expression d'un éloignement graduel, d'une conquête inachevée, de l'irréalisation de la dite conquête, prélude à la catastrophe qui va déboucher sur la mort du héros. Jouxtant le lieu extérieur où se déroule la vie familiale de l'héroïne, d'Inès, de sa sœur, de son père, la rue sous les fenêtres, ou comme je disais plutôt devant les fenêtres de la dama, est donc représentée à plusieurs reprises. Au premier acte, dans une scène tendue d'affrontement entre les 2 galanes rivaux, les 2 gentilshommes, c'est le 4e tableau de l'acte 1. C'est à nouveau devant la maison d'Inès que se déroule le début de l'acte 2, avec une interruption par une scène d'intérieur. Je vais y revenir. Et c'est enfin sous les fenêtres d'Inès que se déroule, je viens de le dire également, la dernière entrevue des amants avant le départ du chevalier pour Olmedo et sa mort. Du point de vue scénographique, cependant, on pourrait considérer que la réalisation de ces divers lieux extérieurs urbains puisse se faire de la même façon. De la sorte, on voit s'opposer, dans la construction de l'espace du chevalier, 2 macro-espaces, 2 paradigmes spatiaux, permettant un jeu dialectique entre le dehors et le dedans. Ce sera là ma seconde remarque, qui portera sur le contraste ou l'alternance entre l'espace extérieur et l'espace intérieur. Plus précisément, entre un espace extérieur indéterminé, ouvert, et un espace intérieur domestique, fermé. Le contraste entre les 2 types d'espaces est également dû à la façon dont ils sont élaborés. Je veux dire par là que, tandis que les lieux extérieurs sont dénotés de façon imprécise, les indices textuels, accompagnés de signes iconiques riches de valeurs diverses, sont d'ordinaire présents dans un réseau beaucoup plus serré quand il s'agit de construire, même si c'est principalement par la parole, l'espace intérieur.
La dialectique spatiale qui se développe est, comme je l'ai déjà dit, celle d'une comédia dont l'intrigue se résume à une conquête sentimentale. Ici, une conquête qui échoue et qui fait dériver la comédia vers le genre tragique. L'espace fermé est symboliquement le cœur, le corps, la vertu, la main de la dame convoitée, et convoitée par plusieurs prétendants. Ces prétendants étant multiples, il est compréhensible que l'espace extérieur soit moins précisément construit, textuellement parlant. D'autant plus que la plupart des scènes de rue sont des scènes nocturnes, rendant peu utiles les détails de caractérisation spatiale. Si on laisse de côté les deux interventions du roi et les lieux où ces interventions prennent place, nous trouvons ainsi une opposition entre ce qui pourrait être l'espace du féminin, l'espace intérieur, borné, clos, et l'espace multiple du masculin, supposant l'affrontement des volontés, la pluralité des origines géographiques. L'extérieur, c'est Olmedo pour le chevalier, mais pour lui et les deux autres personnages masculins, Don Fernando, Don Rodrigo, ce sont plutôt plusieurs lieux de la ville de Médina où se déroule l'intrigue. Une rue indéterminée au début, la rue devant la fenêtre d'Inès, avec la variante que je signalais par rapport au jardin, l'entrée de la place de taureaux, des arènes, lieu de l'affrontement, ou plus exactement de l'humiliation du rival par le héros, et le lieu naturel, aventureux enfin, où le héros trouve la mort. On est ici en présence, pour reprendre les mots de Mark Witz, à propos d'une comédia très différente de Tirso de Molina, d'une opposition entre, je cite, le lieu extérieur ouvert à l'aventure de la conquête amoureuse et le lieu domestique clos et sans surprise, la maison du père où réside l'objet de l'échange matrimonial. Fin de citation. Une semblable opposition, jusqu'à un certain point, fonctionne dans Le Chevalier d'Olmedo, avec un espace domestique fermé, celui de la contrainte et de l'ordre, tandis que le dehors serait l'espace de la liberté, de la transgression, de l'aventure, du risque aussi, et du risque tragique. C'est en effet dans un lieu extérieur, anonyme et collectif, dans un lieu public, en un mot, là où était organisée la foire de Médina, qu'Alonso a vu pour la première fois Inès, comme il le rapporte dans la première scène, à Fabia, l'entremetteuse, pour lui demander son aide dans son projet de conquête amoureuse. Le dehors, c'est donc la liberté, et, comme je disais, c'est aussi le risque. Le héros vient d'ailleurs, dans la pièce de Lope, et rencontre, j'y reviendrai pour terminer, l'opposition locale des prétendants, Fernando Rodrigo, qui souhaitait épouser les deux sœurs, Inès et sa sœur Léonore. La troisième et dernière remarque porte sur une particularité de la poétique de l'espace dans le théâtre de l'âge classique, qui est ce que Scherer appelait l'effet de travelling, et qu'on appelle souvent l'espace itinérant ou l'espace dynamique dans la critique hispanistique. Ceci en particulier depuis la très belle étude publiée en 2005 par Javier Rubiera sur l'espace dans la Commedia Nueva, l'ouvrage qui est devenu un classique, et aussi grâce aux travaux de Mark Witz que j'ai déjà cités. Comme je le disais en commençant, la construction de l'espace dans la Commedia repose sur la capacité prêtée à la parole de suggérer une réalité non représentée, et plus particulièrement concernant quelques points du Chevalier d'Olmedo que je voudrais maintenant évoquer, sur la capacité à faire changer le lieu au fur et à mesure que les personnages se déplacent. Par exemple, dans la première scène, qui débute par un monologue de 30 vers, prononcé par Don Alonso, le dialogue entre le valet Teio et l'entremetteuse Fabia doit être compris comme une conversation de deux individus qui se déplacent dans un lieu public indéterminé. Le jeu de scène, que ne décrit aucune didascalie explicite, comme c'est l'usage dans la Commedia du siècle d'or, est verbalisé dans le dialogue des personnages par la seule indication en réalité de Teio qui indique à Fabia, parlant de son maître, « Allí está », le voici. Donc, il faudrait comprendre, à mon sens, qu'ils s'en approchent et qu'ils parviennent tous deux là où, statique, l'autre personnage, Don Alonso, se tient depuis le début de la représentation, à l'endroit où il avait prononcé son monologue. Étant donné l'importance de la Célestine comme hypotexte du Chevalier d'Olmedo, il est parfaitement légitime ici de souligner l'analogie avec ce qui se produit au début de la pièce de Rojas, où, pareillement, le valet de son maître amoureux s'en va chercher la vieille maquerelle pour la ramener à son maître. Et tout au long de cette longue séquence dans la Célestine, l'espace change avec le personnage, comme si le personnage, comme dit Witz, était le porteur de l'espace, voire le transporteur, dit-il, en fait le livreur, son étude étant écrite en espagnol. Un autre exemple d'espace itinérant plus spectaculaire, peut-être, plus net aussi, concerne le début de l'acte 2, quand se réalise le rendez-vous d'Alonso et Inès chez la dame. Le texte est à nouveau saturé d'allusions au rendez-vous amoureux, et même, peut-on dire, érotique de Calyste et Mélibée dans la Célestine,
dans ce cas-ci, les rendez-vous ont lieu dans le jardin, à l'intérieur du jardin de la dame de Mélibert. Et à la différence de ce qui se produit dans la pièce de Rojas, dans le Caballero de Olmedo, un seul rendez-vous a lieu, celui dont je suis en train de parler. Avant le début de la rencontre, il faut comprendre que les deux personnages, Alonso et son valet, déambulent dans la rue ou dans cet espace ouvert et public dont je parlais, peu déterminé. Leur dialogue débute avec l'acte au vers 888, ils devisent jusqu'au vers 1000 quand le maître signale au serviteur qu'il est l'heure et qu'il peut frapper à la porte de la maison d'Inès. On pourrait encore considérer que les personnages sont statiques jusque-là, et non pas qu'ils marchent, comme je le propose de le comprendre. Mais ensuite vient le moment où la scène représente successivement un espace extérieur et un espace intérieur, et cela sans solution de continuité, sans aucune indication explicite, sans blanc scénique explicite, et me semble-t-il, c'est la même chose chez Camus, mais je n'entre pas dans la question, je laisse pour la deuxième partie de la matinée. Le valet s'exécute, frappe à la porte, la servante de la maison Anna ouvre la porte, puis tout de suite après, sa maîtresse apparaît. Sale Doña Inés, elle mismo, dit-elle, et sa servante répond, Señora si, Inés, Señor mio, vers 1006-1008. Il manque peu après dans le texte original 2 vers d'un quatrain, d'une redondilla, mais cela ne change rien à l'affaire. À partir du vers 1020, les deux amants entament un long dialogue, essentiellement lyrique, poétique, avec au début quelques interruptions du valet. La servante Anna, elle, semble absente, et plus rien n'indique le lieu où il se trouve. Mais il est vraisemblable déjà à ce moment-là que tous les personnages sont maintenant dans une salle de la maison. Le changement est confirmé par l'arrivée imprévue du père. Accident qui, là encore, fait partie de l'arsenal des situations de la comédie d'intrigue. Alors, j'avais mis le texte ici. C'est le dialogue que vous avez sous les yeux. Mi padre, Alonso, ha de entrar, escondeos, donde? Ellos entran y sale Don Pedro. Donc, les verbes entrar et salir, je rappelle que le verbe entrar veut dire entrer sur scène et salir... Pardon, non, c'est l'inverse. C'est le coup classique, le faux ami. Donc, ellos entran y sale Don Pedro. Donc, ils entrent dans le vestiaire, dans les coulisses, et en sort Don Pedro. Donc, on pourrait là reprendre justement la représentation qui a été faite de ce type de scène avec ce qu'on appelle l'utilisation du paño, des coulisses. On utilise donc les niches pour des scènes très typiques, typifiées, qui portent même un nom, esconderse el galán. Le personnage doit se cacher. Et au vers 1251, Alonso sort de sa cachette, une fois que le père est parti, et reprend sa discussion avec Inès jusqu'au vers 1332. Il a donc fallu, c'est la confirmation, que les personnages, puisqu'ils sont maintenant dans un lieu intérieur, soient passés à un moment donné, et sans aucune indication, comme je le disais, du lieu extérieur où ils se trouvaient devant la maison à l'intérieur de la maison d'Inès. Donc, on a là un parfait exemple de cette utilisation d'un espace extrêmement souple, libre, espace dynamique, changeant au gré du verbe des personnages. Un dernier exemple sera l'importante scène nocturne du ruban, les vers 623 et suivants, au premier acte. Première scène d'affrontement, je le disais tout à l'heure, des rivaux pour la main de Doña Inés. Dans cette scène, on pourrait dire la scène du ruban, accroché à la grille par la dame, la faveur exactement, l'espace du tablado, l'espace de la scène, si réduit soit-il, est réparti en zones, si l'on imagine le texte mis en scène. Au vers 678, on peut comprendre que le chevalier et son valet devisent, là encore, en marchant, jusqu'à être tout près, cette fois, non pas de la porte, mais de la fenêtre de la dame. Donc voilà ce qui serait une représentation possible de ce type de lieu. Ils sont suffisamment près de la fenêtre et donc de la grille pour voir, près de celle-ci, 2 hommes masqués par l'obscurité de la nuit, acompañan la reja, dit le texte, curieusement. Acompañan la reja, ils sont en compagnie, notamment. Donc ils sont tout contre la grille, vers 1679. L'affrontement a bientôt lieu, en parole puis en acte, avec le topos de la comparaison entre la langue et l'épée, du fait de l'analogie de leurs formes respectives. Et cette scène se termine par la déroute rapide des candidats locaux à la main des 2 sœurs, Rodrigo et Fernando. Scène nocturne, scène d'action. La rencontre des rivaux est aussi un bon exemple de l'utilisation des objets sur la scène. Le ruban laissé à sa grille par la dame, symbole de la victoire recherchée, symbole de la dame elle-même, absente. L'épée,
des différents personnages masculins, la cape que laisse en prenant la fuite le rival défait. Venant chercher un ruban, Don Alonso repart avec une cape. Dans cette scène qui anticipe et annonce celle de la corrida, mais aussi la catastrophe finale, qui ne sera que vengeance de cet affront subi par Fernando, l'espace, et très concrètement l'espace construit sur scène, est ici l'objet de la rivalité. Et si le héros réussit à chasser les rivaux qui occupaient l'espace public de la rue, de leur ville, cette victoire est en demi-teinte. Je passerai de ce fait à ma conclusion, afin d'évoquer, pour finir, un dernier aspect très rapidement de la signification de l'espace dans l'action du Caballero de Olmedo. Comme le montre la scène que je viens d'évoquer, l'action d'une comédia d'intrigue, et particulièrement peut-être dans sa déclinaison comique, ce sera un autre problème, l'action est souvent un affrontement dont l'enjeu pourrait être décrit en termes de volonté de contrôle de l'espace. L'enjeu est souvent de savoir si la solution apportée au conflit sera une ouverture ou une fermeture de l'espace où se déroule l'intrigue, l'expulsion de l'élément perturbateur ou l'inclusion de l'étranger moyennant un dénouement d'englobement des contraires et de conciliation. Rodrigo et Fernando, les prétendants officiels à la main des deux sœurs, Inès et Léonore, qui ont au début de la pièce de bons espoirs de parvenir à leur fin, insistent de façon récurrente, et pas seulement elles, du reste d'autres personnages, insistent sur la condition d'étranger qui est celle de Don Alonso. L'opposition n'est pas seulement entre individus animés par des passions, la jalousie, notamment, n'est pas à minorer comme un ressort, mais entre des clans, des groupes. On peut donc faire une lecture politique de l'action du Caballero de Olmedo comme une tragédie de la fermeture des frontières, pourrait-on dire, avec un léger déplacement du vocabulaire vers l'actualité. Les indigènes, les galants autochtones, ne tolèrent pas la gloire que s'arroge l'étranger, celui d'Olmedo, el de Olmedo. C'est une dernière citation que je donnerai. Bon, pardon, je ne l'ai pas mise, excusez-moi. Je vais citer donc très vite ces vers. Donc celui d'Olmedo, vers 2440, au-delà des individus, le conflit a une signification territoriale. Alonso est désigné comme l'étranger arrogant, dit Fernando, le voleur de femmes. El de Olmedo, el matador de los toros, que viene arrogante y necio a afrentar los de Medina, arrogant, idiot, niais, qui vient causer donc l'affront de ceux de Medina. Rodrigo et Fernando sont comme des incarnations d'une espèce de défense de l'intégrité territoriale de ceux de Medina, los de Medina. Face à eux surgit la menace d'un gentilhomme d'un autre lieu, d'une autre ville. Lui incarne un danger, un obstacle dans la logique endogamique qui prévaut à Medina. Le système matrimonial est virilocal dans la société fictive de la comédia, et si Inès épousait Alonso, elle quitterait la maison familiale pour celle de son époux. Tout gentilhomme qu'il est, Alonso incarne une forme d'altérité. Il est l'autre, et cette identité est en bonne partie cause de la tragédie finale du Caballero de Olmedo. Merci.